La vidéo qui suit est un extrait de l'émission Décrypter l'Afrique produite par Théophile Kouamouo que vous retrouvez habituellement à cette place. Décrypter l'Afrique est produite avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7. L'émission est également diffusée en Afrique et en Europe par la chaîne de télévision Vox Africa tous les dimanches à 16h GMT, c'est-à-dire 16h heure de Dakar ou encore 17h heure de Douala et 18h heure d'été à Paris. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain avec comme invité cette semaine l'analyste politique Wilfried Ekanga, la chercheuse Niagale Bakayoko et le médecin essayiste et militant communiste Félix Atchadé et également le journaliste Antoine Glaser. Si vous êtes téléspectateur du média, passionné ou curieux de l'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Le 16 septembre 2023, les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Niger officialisaient donc leur union, l'Alliance des États du Sahel, pour marquer donc ce premier anniversaire de l'Alliance. Le président malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui est également président en exercice de l'AES, a annoncé des mesures pour renforcer et encore plus renforcer les liens entre les trois États. Une allocution diffusée par les télévisions nationales du Niger, du Burkina Faso et du Mali donc. Mais au lendemain de cette date anniversaire, Bamako a été frappé par plusieurs attaques terroristes revendiquées par le JNIM et qui ont fait plus de 70 morts dans la capitale malienne. Dans une vidéo, un homme tire à l'arme automatique dans le salon présidentiel de l'aéroport. Dans une autre, un combattant met le feu à un avion officiel sur le tarmac. Les images apparues sur les réseaux sociaux en fin de journée ne sont pas authentifiées, mais il s'agit bien de l'aéroport de Bamako, la capitale malienne. Celle-ci a connu une attaque inédite ce mardi dès l'aube, une attaque revendiquée par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Le déroulé de la journée reste confus. L'école de la gendarmerie a d'abord été attaquée. Celle-ci se trouve à Faladié, dans la banlieue de Bamako. Les tirs se font entendre dans toute la ville. Alors, des attaques perpétrées exactement au lendemain de la date anniversaire de la création de l'AES, c'est une démonstration de force des terroristes que de s'attaquer à Bamako, Wilfried? Alors, démonstration de force, ce serait une formulation extrême. Cela voudrait dire que les dirigeants actuels du Mali ont croisé les bras et n'ont rien entrepris contre le terrorisme sur les 12 derniers mois. Ce qui n'est pas le cas. On a noté la prise de Kidal il y a quelques mois et on sait qu'il y a eu plusieurs batailles dans la zone qui n'avaient pas porté des fruits et depuis l'avènement des dirigeants actuels, on a eu une sorte d'avancée. On a aussi remarqué la capacité du gouvernement à repousser les assaillants jusqu'à la frontière algérienne. On a eu l'épisode de Tinzaouaten il y a quelque temps. Cela dit, il faut évidemment reconnaître que depuis plusieurs années, on n'avait pas eu d'incursion à l'intérieur de la capitale. On avait eu l'attaque du Radisson Blu en 2015. On avait eu l'attaque de l'Hôtel Sud en mars 2016. Et bon, après, mis à part une incursion dans le fief, dans le QG de l'armée à Kati en 2022, on n'a pas eu une sorte d'incursion comme ça au cœur de la capitale. Mais, comme l'a dit Oumar Diarra, le chef d'état-major des armées, il n'est pas question d'épouser le narratif des organisations terroristes. On sait qu'il n'y a pas que ça. On doit rester pragmatique dans l'analyse africaine. Il n'y a pas que l'Azawad, il n'y a pas que les organisations terroristes qui en veulent au Mali. Il y a une sorte de guerre de proxy également, où, on l'a eu avec l'épisode ukrainien, où certains pays étrangers, certaines républiques étrangères tentent d'exporter leur guerre sur le terrain africain. Et donc, voilà, c'est une sorte de guerre multicéphale. Et oui, autant c'est douloureux, une attaque comme celle-là, on parle de plus de 70 morts, près de 200 blessés, mais autant il faut envoyer au peuple malien un message de consolidation, un message de résilience et un message d'optimisme quant à l'avenir.
Niagalé Bakayoko, est-ce qu'on peut dire que malgré ces attaques même au pluriel assez sanglantes à Bamako, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette alliance entre les trois États est un pari réussi en quelque sorte? On sait qu'il y a eu cette création d'une toute nouvelle entité qui a marqué une certaine rupture à la fois avec la CEDEAO, mais aussi avec la France. Est-ce que vous faites un bilan plutôt satisfaisant de l'AES? Alors je pense d'abord qu'il faut relativiser la nouveauté du projet de l'AES pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a depuis 1970 une organisation qui s'appelle l'Autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma qui réunit d'ores et déjà les trois États et qui est voué à promouvoir un agenda proche de celui que les États de l'AES veulent développer d'un point de vue économique. Il y aura de toute façon, à mon avis, d'un point de vue institutionnel, une question de la fusion de ces deux organes qui va se poser, ne serait-ce que pour éviter de multiplier les dépenses, puisqu'il y a d'ores et déjà un siège pour cette organisation, une administration qui se trouve à Ouagadougou. C'est la première chose. La deuxième chose, on l'a oublié, mais dès 2014, les dirigeants civils des trois pays de l'époque avait formulé l'idée, juste après la création du G5 Sahel, de mettre sur pied une force armée de 3000 hommes qui se serait appuyée précisément sur cette autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma. Donc on voit très bien qu'au-delà du projet politique que l'on associe, à mon avis, un peu trop vite aux connivences, aux convergences entre les régimes qui ont accédé par la voie des armes à la tête des trois pays, il y a l'idée dans cet espace qu'il s'agit d'un espace pertinent pour l'action au-delà des cadres plus larges, qu'il s'agisse bien entendu de la CEDEAO et même du G5 Sahel, déjà à l'époque. Après, pour ce qui est du bilan que l'on peut en tirer, ce qui est important de dire, c'est que alors que la force conjointe du G5 Sahel a prévoyé de combattre surtout les groupes armés islamistes radicaux, il y a, dès la publication de la charte du Liptako-Gourma, l'idée selon laquelle on doit aussi combattre les groupes autonomistes, les groupes armés tout court. Et vous mentionniez Tinzaouatien. Tinzaouatien, c'est quand même autre chose. Tinzaouatien, ce ne sont pas les groupes djihadistes. Alors, le JNIM, apparemment, s'est mené au combat, mais ce sont avant tout les groupes armés autonomistes du Nord qui sont à l'origine de cette victoire qui a contrebalancé la victoire de Kidal qui avait été obtenue par les forces maliennes et par leur supplétif russe. Après, le pacte entre les trois États n'implique pas uniquement de se battre contre des forces djihadistes, c'est toute agression extérieure qui est combattue. C'est ce qui est nouveau pour moi. Et on voit d'ailleurs, parce qu'il y a eu cette réponse du JNIM, particulièrement sanglante, mais il y a aussi une réponse des groupes autonomistes de la zone. On voit que des groupes armés du Niger ont aussi fait valoir leur convergence avec les groupes armés du Nord. Donc il y a cette question-là qui se pose. Moi, je pense que d'un point de vue institutionnel, il y a un projet qui est intéressant, qui est en train de se forger, mais je ne suis pas certaine qu'il réussisse à marquer davantage de points contre les multiples menaces sécuritaires que ne l'ont fait les tentatives précédentes. Donc, prudence. Félix, est-ce qu'après une année d'existence, vous voyez des avancées dans la collaboration entre ces trois États qui, encore aujourd'hui, ne patrouillent pas ensemble, d'une certaine façon, ne combattent pas du même côté, chacun combat de son côté, que ce soit les soldats maliens, burkinabés ou nigériens? Est-ce que le bilan...
J'ai l'impression que les combats se font quand même de manière détachée. Il y a des déploiements, il y en a eu, y compris pour Petite Zaouatène, apparemment, des moyens qui seraient venus du Burkina Faso. Il y a des moyens du Niger aussi, qui semblent avoir été mis dans les moyens, contre... mais pas dans l'harmonisation. Non, il n'y a pas l'harmonisation d'interopérabilité, vous avez raison. Oui, on a interopérabilité. Félix, sur votre bilan? Non, je pense que, pour ma part, je ne pense pas que l'intention première était véritablement militaire. Elle était d'ordre diplomatique. Il s'agissait de faire contrepoids à la CEDEAO. Et de ce point de vue, je pense que leur pari est un peu gagné parce que la CEDEAO est en pleine léthargie, en pleine difficulté. Et le souci maintenant est de savoir est-ce que le fait que l'AES continue à exister parallèlement à la CEDEAO, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ou bien finalement vont-ils renoncer à sortir renoncer à quitter la CEDEAO, mais revenir, mais avec un changement qui mettrait en place un équilibre des forces. Sachant que le Sénégal, par exemple, n'est pas hostile au pays de l'AES, le Togo non plus, le Nigeria et le Ghana sont deux pays qui ne sont pas intéressés par une déstabilisation, un affaiblissement de la CEDEAO. Donc, moi, je pense que diplomatiquement, c'est un coup qui est un point qu'on pourra leur dire. Maintenant, sur le plan militaire, je pense quand même qu'ils ont des succès comme ils ont des échecs parce que c'est une guerre asymétrique et que malheureusement, dans des situations comme ça, il arrive que les forces royalistes soient débordées. Antoine Glaser, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année d'existence de l'Alliance des États du Sahel? On a vu, effectivement, comme le disait Félix, qu'il y avait une volonté de montrer que diplomatiquement, on n'était plus sur la même ligne que la CEDEAO, mais les trois États sont restés dans l'union monétaire. Quel message est-ce que vous retenez? Moi, j'irais plutôt dans le sens de Félix, ça veut dire, je pense que ça a un sens. Cette AES a un sens politique, diplomatique. Il ne faut même pas oublier, dans les années 60, vous aviez la Fédération du Mali, vous avez des perspectives régionales. Vous voyez comment, maintenant, avec le Maroc, propose à ces trois États de sortir par Dakhla, de sortir sur l'Atlantique. Donc, vous avez un sens, c'est un sens vraiment économique, politique et diplomatique. Ce n'est pas simplement parce qu'évidemment, comme il y a eu son des putschistes, on a l'impression comme ça que c'est une solidarité politique et militaire, mais je pense économiquement ça a un sens. La CEDEAO, effectivement, finalement, ne pèse que 20% de toutes les activités dans ces trois pays. Je pense même que ça va peut-être accélérer au niveau de la CEDEAO la création d'une autre monnaie que le franc CFA, l'éco. Ça va avoir des effets au niveau africain, je veux dire, de l'africanité de toute cette région. Ça peut être assez important. Ceci dit, je suis d'accord aussi sur le plan militaire. Là, ce qui s'est passé, récemment à Bamako, je pense qu'il faut lier ce qui se passe en nord avec, il y a eu un changement totalement d'alliance dans le nord. Je veux dire, les problèmes maintenant du Mali avec l'Algérie. On voit bien que finalement, sans doute, que les forces armées maliennes ont été obligées un peu de délaisser ce qui se passait ailleurs que dans le nord, parce qu'ils interviennent avec les forces armées maliennes et Wagner contre les indépendantistes touaregs, et qu'ils ont un peu levé le pied, et dont a profité le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a attaqué... en fait, ils ont attaqué les garnisons, mais c'est surtout l'aéroport qui les intéressait, parce que l'aéroport, ça marque beaucoup plus les esprits, surtout quand vous attaquez à l'avion du chef de l'État. Et donc, c'est vraiment... Je pense que cette AES a un sens réel, diplomatique. Encore une fois, on est dans une période où l'Union africaine demande aux États de la région de se régionaliser. Justement, ça va tout à fait dans ce sens-là. Mais en même temps, sur le plan militaire, je suis d'accord, c'est tellement... Il faut voir un peu les immensités. Et donc, je pense sur le plan militaire, chacun aura toujours ses propres problèmes. C'est pas parce que vous allez donner 3-4 drones aux voisins. Alors, le grand problème, que moi, je n'ai pas la réponse, c'est quel rôle joue aussi la Russie par rapport à ces trois États? Est-ce que ce n'est pas eux qui vont fédérer sur le plan militaire? Parce que les armements sont sans doute les mêmes.
Alors, Wilfried, pour... Oui, il était important de revenir sur l'approche de Madame Niagalé. Dans l'analyse, je l'ai dit une fois, dans l'analyse géopolitique de la situation africaine actuelle, il faut y mettre beaucoup de pragmatisme. Il y a ce qu'on appelle la convergence d'intérêts. Ce serait naïf de présenter la bataille de Tinzaouaten, par exemple, comme des indépendantistes contre le gouvernement malien. À partir du moment où les intérêts des rebelles, c'est-à-dire la déstabilisation de Bamako, convergent avec les intérêts de Jimim, la déstabilisation de Bamako ou les intérêts d'Al-Qaïda, et qui convergent avec les intérêts de puissances extérieures, c'est-à-dire qui voient d'un mauvais œil justement la présence de Assimi Goïta et des deux autres actuels, puisque dans le narratif international, évidemment, on les présente comme des putschistes avec le sous-entendu que ça implique, c'est-à-dire ils sont là de manière illégale et ils devraient en principe libérer le plancher. Il faut quand même noter un invité surprise qui s'est mêlé à la danse, l'Ukraine, Kiev. En principe, la guerre entre l'Azawad et Bamako ne concerne pas l'Ukraine. Elle n'a rien à faire dans cette histoire. Pourtant, on a vu le porte-parole du renseignement ukrainien, M. Andriy Yuzov, nous informer que l'Ukraine avait fourni un appui logistique, à minima informationnel, pour la réussite de l'attaque de Tinzaouaten. Et on a vu, à l'intérieur du continent africain, à Dakar, l'ambassadeur ukrainien, M. Yuri Pivovarov, qui est désigné à raison pour la circonstance par les pays africains comme Yuri Piroman, il s'est réjoui, mais littéralement de manière ouverte, du succès de cette attaque. C'est d'ailleurs ce qui a impliqué la plainte déposée par les trois dirigeants, justement, auprès de M. Imran Kanou du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, au-delà du contentieux interne à ces pays, des rébellions qui ont des contentieux justement avec le pouvoir central, il y a l'importance géopolitique de l'Afrique de manière générale et de ces pays de manière particulière. Le nord du Mali n'est certainement pas dépourvu de ressources naturelles. La position des dirigeants actuels, c'est une sorte de multipolarisation. Ils ne font pas de l'anti-occidentalisme, mais ils ont décidé en toute souveraineté de se fier. Il y a des partenaires dont la coopération produit des résultats. Ils font quand même un peu de l'anti-occidentalisme, oui, puisqu'ils sont tournés plus vers... Après, c'est assumé. Mais de manière assumée, absolument. Dans l'analyse de ce qu'on appelle anti-occidentalisme, il est important que si quelqu'un dit de vous que vous êtes un pickpocket, vous soyez capable de déterminer qu'il a tort en vous traitant de pickpocket plutôt que de crier à l'inimitié. Est-ce que les critiques de l'AES sur la coopération d'antan avec, par exemple, la France, était aussi fructueuse que la coopération avec la Russie, par exemple. Évidemment, on va nous dire qu'il y a recrudescence du terrorisme depuis qu'ils sont là, mais l'exemple ukrainien... C'est pas ce que je dis, si je puis me permettre, pour vous répondre. Non, mais comment je dis pas personnellement, mais je veux dire, dans le narratif, on va constater que bon... Moi, c'est pas mon narratif. Oui, enfin, je m'appuie pas sur vous, rassurez-vous. Je veux dire, dans le narratif, quand même, dans l'inconscient collectif, dans le narratif international, on va présenter le fait que plus de la moitié des attaques, ce sont notamment, c'était les affirmations notamment de Madame Ilaria Aligrosi de Human Rights Watch, un constat qui n'est pas faux, qui dit près de la moitié des attaques se sont déroulées après la prise de pouvoir de ces gens-là. Mais ce serait facile de dire qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient promis. Il faut considérer le fait que l'ennemi s'est renforcé en voyant qu'il était acculé avec notamment le soutien avoué ou non, selon d'autres entités tapies, entre guillemets, dans l'ombre. La réponse oui, alors c'est très intéressant parce que quand vous faisiez référence à des puissances étrangères, moi j'ai immédiatement, après j'ai compris que vous faisiez référence à la France, mais j'ai immédiatement pensé à l'Algérie parce qu'on connaît justement les accointances qui sont à l'origine de la rupture diplomatique entre Bamako et Alger, qui est historique avec les rebelles, les groupes autonomistes du Nord. Donc je pensais que vous faisiez référence à l'Algérie. Tout à fait. La France et l'Algérie ne sont pas véritablement alignés non plus. Donc je pense d'une manière générale que ce qui est très intéressant dans ce qui se fait au niveau de l'AES aujourd'hui, c'est cette façon dont les partenaires traditionnels, quels qu'ils soient en réalité, ont été poussés hors de la zone. C'est vrai, bien entendu,
de la France, c'est vrai de certains autres États européens, pas de tous, c'est vrai du système multilatéral en général, on a vu le départ forcé de la MINUSMA, mais c'est vrai aussi de l'acteur majeur quand même, historiquement, au Mali, qui est l'Algérie. Absolument. Et C'est tout ça pour incontestable. dire, voilà, et tout ça simplement pour dire que je pense que là où on a peut-être une divergence dans notre lecture des événements, moi j'ai toujours peur des lectures qui ont tendance à mettre l'accent sur une instrumentalisation des acteurs nationaux par des puissances étrangères. L'Ukraine a tenté, en effet, à mon avis, de manière très maladroite, de s'immiscer. Non, elle n'a pas tenté, elle l'a fait. Elle l'a assumé. Si je peux tenter elle a tenté de le faire, mais on ne peut pas dire qu'elle ait réussi. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas fait. Je dis, bon, on peut jouer sur les mots. Si vous voulez, elle s'est immiscée, mais à mon avis, c'était une erreur parce qu'elle n'a absolument pas une connaissance suffisante de l'environnement. Moi, je pense que le constat que l'on peut faire d'une manière générale, c'est que les acteurs extérieurs, quels qu'ils soient, russes, ukrainiens, français, multilatéraux, occidentaux, ont beaucoup de mal à saisir les dynamiques politiques, sécuritaires, militaires propres à cette zone et ont tous les plus grandes difficultés à avoir un réel impact. Alors Félix, est-ce qu'il faut renvoyer tous les acteurs extérieurs dos à dos et se dire que cette AES n'a plus besoin d'avoir quelconque intervention? Non, on ne peut pas renvoyer les acteurs dos à dos. En termes d'efficacité, je le fais. Oui, non, c'est-à-dire que les gouvernements maliens, nigériens et burkinabés ont fait leur choix. Ils ont fait des choix stratégiques. Ça vaut ce que cela vaut. Mais en même temps, les situations ne sont pas les mêmes. Le Mali, ce qui s'y passe, me semble un peu plus efficace que ce qu'on peut retrouver au Burkina, par exemple. Ça, c'est mon avis personnel. Et d'autre part, c'est que tout cela montre que dans les relations internationales, il n'y a pas de bon sentiment. Chaque État fait en fonction de ses intérêts nationaux du moment. Et actuellement, les intérêts des Maliens, par exemple, ne coïncident pas avec ceux qu'on pourrait appeler leurs amis de longue date, comme l'Algérie, et comme ça a été pour la France. Mais moi, en tant qu'homme politique, j'aimerais quand même souligner un fait qui m'a beaucoup troublé, c'est la position française sur le sujet. J'ai lu le communiqué de l'ambassade de France à Bamako hier. Qui a un peu tardé d'ailleurs à réagir. Non seulement il a tardé, mais ils n'ont même pas condamné l'attaque. Si aujourd'hui la France ne considère pas ce qui s'est passé à Bamako comme un acte terroriste, alors là, qu'est-ce qu'elle a fait pendant des années en nous vendant la guerre contre le terrorisme? À un moment donné, il faut être cohérent. Et cette cohérence-là, il me semble que la diplomatie française ne l'a plus et ça risque de la décrédibiliser. Alors Antoine Glaser, quelle lecture vous faites de la position française aujourd'hui et quel est l'état en fait des relations entre la France et ces États de l'AES, sachant que le point commun entre les trois, c'est que que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger ont décidé de rompre tous les accords de défense qui les liaient à la France, d'expulser les troupes françaises. On a vu avec Orano, notamment au Niger, que même tout ce qui était coopération économique n'était plus voulu de la part des États de l'AES. Quelle est la position de Paris vis-à-vis de ce mouvement? C'est disons une politique en perdition. Ça veut dire c'était la France qu'on appelait, pour faire court, la France-Afrique. C'est un système intégré. Quand vous n'avez plus ce système intégré politique et diplomatique, mais qui s'appuyait sur un système économique également, avec les marchés qui ont été quand même pendant toute une période qui était la référence, qui étaient des marchés captifs. Quand vous n'avez plus ce socle-là, à ce moment-là, on voit que tout est en train de s'étioler.
Et quand ses propres partenaires, c'est-à-dire pendant très longtemps, il y avait la France et vous aviez ses partenaires européens en vol de canard. Quand la France, elle, se fait virer et expulser en perdition, vous avez un certain nombre de pays, comme l'Espagne, on l'a vu par rapport au Sahara, qui a reconnu le Sahara occidental en premier. Vous avez l'Allemagne qui a essayé de se maintenir aussi dans un certain nombre de pays de l'AES. Et donc, la politique de la France, honnêtement, elle est plus lisible parce qu'elle est vraiment en perdition. Le fait de ne pas avoir eu un communiqué en disant ce sont des terroristes et autres, en dénonçant ça, ça montre à quel point la France est complètement à la ramasse dans la région, parce qu'encore une fois, c'était toute sa diplomatie d'influence qui s'est effondrée. Pas simplement sa présence, mais aussi, encore une fois, vous aviez au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général adjoint, qui est un ambassadeur, Jean-Pierre Lacroix, c'était lui qui donnait le là, ça veut dire pour toutes les opérations de maintien de la paix, quand la France, dans son ancien précaré, disait quelque chose, même longtemps, même après la chute du mur de Berlin, vous aviez toutes les diplomaties européennes qui demandaient à la France « Alors, qu'est-ce que vous faites dans tel et tel pays ?» Tout ça a complètement éclaté et chacun maintenant a sa propre politique bilatérale et l'ensemble, je veux dire, les chefs d'État africains, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente maintenant. Donc c'est eux qui gèrent, c'est eux qui savent faire, c'est eux maintenant qui vont faire. Alors la position de la France de croire encore, moi évidemment, je me dis toujours, mais moi je suis le petit blanc des bords de Seine, moi je vois ça des bords de Seine, l'analyse, mais comme je vois ça sur une longue période, j'ai vu ce que c'était que la période où c'était la France qui décidait. Quand vous étiez journaliste, jamais une ambassade européenne à Paris vous demandait votre avis sur qu'est-ce qui se passait dans un pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina. Et ça a totalement changé. Parce que maintenant, ils sont totalement... chacun a vraiment sa politique bilatérale. Et si les Africains, ils savent bien jouer de ça, ça se voit. C'est pour ça que moi, ceux qui rigolent de l'AES et tout ça, je pense que c'est une erreur. Ça a un sens politique, économique, diplomatique. Ils vont trouver des partenaires et ils ne vont pas simplement trouver la Russie. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du débat, mais on voit bien le problème entre l'Algérie et le Maroc actuellement. Ça veut dire là, l'Algérie, c'est pour ça que moi, je suis persuadé que ce qui s'est passé à Bamako est lié au fait que les forces armées maliennes étaient quand même complètement sur le front nord. Ils s'inquiètent beaucoup de savoir quelle va être la réaction de l'Algérie, etc. Les gens, alors je ne dis pas que c'est l'Algérie qui soutient le JNIM, hein, je ne dis pas ça, mais enfin, on sait aussi que c'est quand même eux qui contrôlaient quand même toute cette région. Et le groupe de soutien à l'islam musulman a dû sans doute profiter de cette situation-là, où tout le monde était polarisé sur finalement la récupération du Nord pour attaquer à Bamako. Et pardon, juste pour aller dans le sens d'Antoine, il y a aussi l'accueil, pendant une longue période, de l'imam Dicko, aussi à Alger. Donc il y a toutes ces dynamiques qui, pour moi, sont beaucoup plus intra-régionales qu'internationales en réalité, contrairement à la plupart des analyses qui, bien entendu, dès qu'il s'agit de l'Ukraine, de la Russie, ont tendance à lire les choses par ce prisme-là. Mais une fois encore, je pense qu'il faut toujours se référer avant tout aux réalités nationales qui instrumentalisent beaucoup plus qu'on ne le croit les partenaires internationaux. En fait, si je peux dire le mot de la fin, vraiment. Pour... Oui, je pense qu'il ne faut pas y aller sur le principe. Il faut regarder et constater. La rupture des accords d'Alger de 2015 par le gouvernement malien vient précisément du fait que le Mali est conscient que l'Algérie joue un rôle. Notamment, l'Algérie a plus ou moins déroulé le tapis aux rebelles de l'Azawad. Évidemment, le Mali en est conscient. Ce n'est pas parce que le Mali mentionne les implications externes que le Mali exclut les implications internes. Ah non, mais moi je ne parlais pas du Mali. Oui, mais de manière générale, l'Alliance des États du Sahel, sur la question, l'implication de l'Algérie, en tout cas, l'Algérie, il y a un énorme épisode Algérie-Mali, ce qui crée d'ailleurs la tension entre les deux pays aujourd'hui. Mais c'est simplement, il ne faut pas autant, il faut signaler aux autorités de l'AES qu'il ne faut pas accuser par principe les puissances étrangères. Autant il ne faut pas par principe être sur les défensives, quand bien même les éléments nous montreraient les faits. C'est pour ça, vous avez dit que l'épisode ukrainien n'était qu'une tentative. Je vous signale que monsieur... Non, mais comme la France, c'est une tentative, si vous voulez. C'est ça que je veux dire, au sens de non-réussite. Non, pas du tout. Monsieur Andrei Yousov a précisé que des actions comme celle-là allaient se reproduire
Non, mais je pense que vous n'avez pas compris mon utilisation du mot tentative. Pour moi, la France aussi a tenté de juguler on va avancer, si vous voulez bien, sur terrorisme. Sur le je ne prochain. nie pas l'intervention ukrainienne du tout. Oui, je voulais juste dire que c'est l'analyse factuelle de la problématique qui conduira à la solution. Je la connais.